Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. L'émission reprend du service après quelques semaines d'absence et c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons pour décrypter, analyser et commenter les grands sujets de l'actualité nationale et internationale. Le moins que l'on puisse dire, c'est que nous nous retrouvons dans un autre Burkina, avec un nouveau président de l'Assemblée nationale à la personne de Alassane Bala Sakandé qui remplace le docteur Salifou Diallo, décédé le 19 août à Paris à l'âge de 60 ans. Ce changement à la tête de l'exécutif, du législatif burkinabé n'est pas à l'ordre du jour de débat de presse de ce dimanche. Nous parlerons plutôt du deuxième anniversaire du putsch manqué du 16 septembre 2015, de l'incarcération de la présidente du Conseil supérieur de la communication, de la décision de la FIFA de faire rejouer le match entre le Sénégal et l'Afrique du Sud, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Et en page internationale, nous analyserons la situation politique au Togo où l'opposition réclame des réformes constitutionnelles, notamment le retour à la Constitution de 1992. Alors, pour discuter de tous ces points de l'actualité, je suis en compagnie de trois confrères de la presse nationale. Il s'agit de Ladi Bama du journal Le Reporter. Bonjour Bama. Bonjour Sagnon. Sur ce plateau, Soumaïla Rabo de la radio Savane FM. Bonjour. Bonjour Sagnon. Nous avons également avec nous Abdou Zouré de Burkina 24. Bonjour. Bonjour Sagnon. Et nous attendons d'un moment à l'autre Yacinthe Sanou. Nous espérons qu'il nous retrouvera au cours de cette émission. Alors, l'actualité ces derniers jours, vous l'avez sans doute remarqué et marqué donc par l'an 2 du coup d'État manqué du CND, le Conseil national pour la démocratie. Hier au cimetière municipal de Gounguin, un hommage a été rendu à tous ceux qui sont tombés lors de la résistance contre ce putsch en présence des parents des victimes, des membres du gouvernement et de certaines organisations de la société civile. Alors, 2 ans après les faits, peut-on dire que les choses ont vraiment bougé, les lignes ont-elles bougé? D'abord sur, en tout cas, ce qui concerne la prise en charge des personnes affectées par ce coup d'État manqué. Rabo. Pas vraiment à entendre ce que les blessés de l'insurrection, non, du coup d'État disent. Ils ne sont pas totalement satisfaits de la prise en charge. On les a encore entendus ces derniers jours-là. Idem du côté de la justice, où les attentes sont toujours fortes, où il y a même eu un refus de participer à la cérémonie officielle. Par exemple, c'était le cas du CCNOX, le cas de concertation nationale des OSC de Safatou Lopez, qui a refusé de se présenter au cimetière hier. Nous l'avons interviewé. De la même façon, quand on lit les différentes déclarations qui ont été publiées à l'occasion, que ce soit de l'unité d'action syndicale, que ce soit de l'alliance des partis de la majorité présidentielle et même dans le discours, le message à la nation du chef de l'État, on voit qu'il y a des attentes fortes par rapport à la justice. C'est vrai que le tribunal militaire a joué un jeu en programmant 2 audiences à quelques jours de l'an de la résistance au coup d'État. Mais ça, c'est pour moi, je crois, amuser la galerie. Donc, c'est comme si c'est le statu quo. C'est comme si 2 ans après, rien n'est fait. J'ai interviewé des acteurs de la société civile qui ont dit, bon, mais les Turcs, ils ont subi leur coup d'État longtemps après les Burkinabés, mais ils ont commencé à juger leurs présumés putschistes. Voilà pourquoi chez nous, il faut attendre autant de temps. C'est vrai que la justice a son temps qui n'est pas le temps de monsieur tout le monde, mais quand même il y a des limites à ne pas dépasser, surtout que dans notre cas précis, c'était du flagrant délit tout fait. Le général Guéniéré a été pris la main dans le sac et lui-même il est passé aux aveux, 2 semaines après son coup d'État. Bon, donc le commun des mortels est vraiment légitimé à ne pas comprendre ce qui se passe dans notre situation précise. Alors, Bama, vous pensez comme un rabot, rien n'a bougé, les lignes n'ont pas bougé, c'est le statu quo? C'est malheureusement le constat qu'on est obligé de faire parce que, comme Rabo l'a dit, sur tous les plans,
moi je ne vois pas vraiment à quel niveau on peut vraiment se féliciter et puis dire que bon voilà, ici au moins ça va. C'est dommage qu'on en soit toujours là. Moi j'étais vraiment écœuré d'entendre certains témoignages de certaines victimes, jusqu'au point de bouder la cérémonie et tout ça. Moi je trouve que tout ça c'est vraiment honteux pour notre pays. Il y a des choses qu'on ne devrait plus avoir à l'ordre du jour aujourd'hui, surtout en ce qui concerne ces gens-là, qui ont donné leur poitrine en son temps pour sauver la République. Si on doit encore, 2 ans après, avoir des gens qui se promènent à Ouaga avec des plombs dans la chair, qui ne sont pas totalement pris en charge, moi je dis que c'est une honte pour notre gouvernement, surtout en premier lieu. On ne devrait pas avoir ça aujourd'hui. Et ensuite, côté justice, comme Rabo l'a dit, personne ne peut comprendre ce qui se passe là-bas, vraiment. Les choses sont tellement claires. Le monsieur, il a reconnu son fait. Bon, on dit que non, la justice a son temps, que nous, surtout la presse, on ne peut pas comprendre, mais quand même, hein, un peu quand même de quand même, quoi, comme on dit au Rodolco. Voilà. Hein? Depuis 2 ans, et on a l'impression que chaque fois, c'est comme Rabo l'a dit, quand l'anniversaire arrive, on fait des simulacres de programmation de procès, et puis quand ça passe, on range tout, et puis on attend encore le prochain anniversaire pour nous prendre encore comme de grands enfants qui ne réfléchissent pas quand même. Prenons-nous au sérieux un peu. Et ça, il y va en tout cas de l'honneur même de toute cette nation, moi je pense. Oui. Et à propos, s'il vous plaît, si je peux ajouter quelque chose, j'ai lu, un confrère a fait une analyse très intéressante, parce que l'argument qui avait présidé au dégraissage de la justice militaire de certains juges d'instruction, c'était que les dossiers étaient avancés et qu'on n'avait plus besoin de juges civils vraiment au tribunal militaire. Et on se rend compte finalement que le juge d'instruction militaire qui est en charge de ce dossier-là et d'autres dossiers non moins importants est surchargé. Et il doit gérer tout seul. Ici, là, on parle d'une centaine d'inculpés. Il doit gérer ça finalement lui seul. Alors pourquoi on avait vidé les juges civils qui étaient allés lui prêter main forte? Vous voyez, non? Donc il y a une contradiction qui fait dire qu'on veut nous faire tourner en rond parce qu'il y a des objectifs inavoués. Oui. En tout cas, l'audience de confirmation des charges qui devrait donc avoir lieu a été reportée pour le 6 novembre. Alors, 6 octobre, pardon. Zouré, vous aussi, vous suivez donc cette actualité. Quel commentaire vous faites donc par rapport à ce dossier coup d'État manqué? D'accord, merci Sayon. Pour commencer, d'abord au niveau des attentes des parents des victimes, nous avons titré hier en deux du putsch, dépôt de gerbes et d'amertume au cimetière de Gonguin. Oui, dépôt de gerbes et d'amertume. Oui. Voilà, donc il y a le beau discours que le Premier ministre a fait, en disant que bon, voilà, les martyrs sont tombés, ils ont défendu la nation, la patrie. Mais il y a à côté le discours d'amertume des parents des victimes, qui disent qu'ils ne sont pas pris en charge comme il le faut, qui disent que la justice n'avance pas, qui disent que leurs parents sont tombés pour la patrie, mais la patrie en réalité ne fait rien pour la justice et pour prendre en charge ceux qui sont rescapés ou ceux qui sont toujours avec des blessures. Nous avons aussi interviewé un responsable de l'association de victimes qui a révélé qu'il y a 6 personnes qui se retrouvent toujours à Ouagadougou, bien au Burkina, avec des balles dans leur corps. Donc, autant de questions, autant de problèmes posés et dont il faut trouver une solution, quoi. Maintenant, concernant le volet judiciaire, il y a l'audience de confirmation des charges qui a été reportée pour le 6 octobre. Oui. Et il y a les appels qui sont programmés pour le 24 octobre. Alors, il y a un problème à ce niveau. On programme la décision sur les appels pour le 24 octobre, alors qu'il y a une audience de mise en accusation qui est prévue pour le 6. Alors, si se trouve que le 6 octobre, on met, par exemple, on inculpe, ou en tout cas, on inculpe des gens, et que le 24 octobre, il y a des appels, par exemple, qui sont vidés, qui disent que ces personnes ne sont pas concernées, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est comme pour reprendre ce qu'un avocat a dit lors de l'audience, il y a comme un cafouillage au niveau de la justice militaire.
Et il y a aussi une sorte d'opacité qui entoure cette gestion du dossier au niveau du tribunal militaire et qu'il faudrait rapidement clarifier pour que les Burkinabés, justement, parce qu'actuellement les Burkinabés pensent que rien n'est fait en réalité pour ce dossier du putsch et il faut rapidement allumer des lampes pour essayer d'éclaircir un peu cette opacité-là. D'accord. Oui, Hyacinthe vient donc de nous rejoindre sur ce plateau. On ne va pas te laisser du répit, on te prend au volet. Alors, un commentaire en tout cas sur l'avancée du dossier coup d'état manqué du CND. Je pense que le procès a déjà le mérite d'avoir commencé. On a plusieurs fois ce plateau-là espéré, puisqu'on a eu des délais, on donnait plusieurs délais, il a le mérite d'avoir commencé. Bien sûr, il y aura la bataille juridique entre les avocats et puis le parquet militaire. Comme l'a souligné Abdou, il y aura ces aspects-là à soulever avant de rentrer dans le vif du sujet. Mais déjà, je pense que c'est une bonne chose qu'on commence parce que la vérité, c'est la première chose que le Burkinabé demande sur cet événement-là. Pour pouvoir donc passer à autre chose, bien entendu, il faut travailler à ce que ce ne soit pas fait aussi dans la précipitation, que ce soit fait dans les règles de l'art. D'accord. C'est un mérite que le procès ait déjà commencé. Les autres trouvent ça prend du temps. Ça ne part pas assez vite, comme Rabo l'a dit en citant l'exemple de la Turquie, par exemple. Voilà. Je trouve que comparaison n'est pas raison, parce qu'en Turquie, on a eu plus de milliers d'arrestations en un État. Mais là, on a quand même une quinzaine de morts et plus de 271 blessés. C'est-à-dire que chacun a un dossier à constituer, il y a plusieurs accusations à faire. Je pense que le délai, il n'y avait pas de délai imparti. Donc, l'un dans l'autre, le mérite est là d'avoir commencé. Bien sûr, on est dans l'expectative depuis maintenant 2 ans. Mais comparé, bien sûr, au Burkina à d'autres dossiers, je pense que le dossier quand même du putsch a beaucoup évolué. Et ça a le mérite de commencer, bien sûr. On espère avoir la vérité maintenant sur ce qui s'est passé en septembre 2015. D'accord, oui, Bama. Moi, je pense qu'on aurait pu, en tout cas, se satisfaire de ces avancées-là si il n'y avait pas eu ce nombre de précédents quand même. Comme Rabo l'a dit, on nous avait dit à un moment donné que le dossier était presque bouclé. On était prêt de commencer le procès. Ça monte déjà à plus d'1 année. Et qu'on n'oublie pas aussi, vers la fin de l'année 2016, on nous avait dit que tout était bouclé et qu'avant 2016, tout allait être jugé. 2017. Non, 2016. 2016. Avant fin 2016. Oui, avant 2016. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Le parquet militaire a fait une conférence pour dire non. Justement, c'était vers la fin de l'année 2016, on a dit qu'en 2016, fin 2016, c'était la date limite qu'on avait fini tous ces dossiers-là. On en a parlé, mais dès qu'on a cessé d'en parler, ils ont tout rangé, ils n'en ont plus rien dit. Jusqu'à ce qu'on se retrouve en fin 2017 encore, on ressort encore, on dit non, on a programmé des audiences et tout ça. Mais si on ne fait rien là, d'ici 2 jours, quand on va cesser d'en parler, ils vont encore ranger, attendre 2018. Il n'y aura rien. Et ça fait que finalement, je me demande si cette justice-là, tous ces avantages qu'on a apportés, ça a servi à quelque chose. Et je me demande si on ne va pas retirer ces avantages-là. Parce que c'est vrai qu'on dit qu'on ne repasse les avantages acquis, mais dans ce cas précis-là, ils nous ont dit qu'ils veulent ces avantages pour pouvoir être indépendants. Mais voilà maintenant des années qu'on leur donne tout le temps l'avantage pour être indépendants, mais c'est vrai qu'ils ne sont toujours pas indépendants. Hein. Ils ne sont pas indépendants, il faut le reconnaître. Donc si c'est pour être toujours comme avant, retirons ce qu'on leur a donné, puis on va continuer dans ce qu'on a avant. Sur ça, bon, je ne suis pas d'accord avec Hyacinthe qui pense que ça avance. Pour moi, ça n'avance pas vraiment. En Turquie, c'était pire. Là-bas, on a fait le coup d'État avec des avions. C'est plus difficile à juger, mais ça a commencé. Voilà, ici, là, vous avez fait le coup d'État avec quoi? Des V8. Voilà. C'est une centaine de personnes. C'était comme témoin. Ah oui, mais dans tous les cas, je suis journaliste. J'étais dans les rues, j'ai vu des V8 du RSP traquer des insurgés. J'ai vu. Donc, c'est pas possible. Il n'y a pas de commune mesure entre le coup d'État du Burkina Faso et le coup d'État de la Turquie. Il n'y a pas de commune mesure. Là-bas, c'est pratiquement la moitié de l'armée, on va dire, si on en croit les analystes qui disent que Goulen avait infiltré tout le pouvoir de Erdogan, qui a fait le coup d'État. Chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, c'est un groupuscule. Moins d'une centaine d'inculpés. C'est pour juger ça, c'est compliqué. C'est que les gens oublient là. C'est que sous Blaise Compaoré, on a jugé une tentative de coup d'État ici. Les gens ont été jugés là, rapidement. Je crois autour de 2004. Voilà, donc, ce n'est pas la mer à boire. Maintenant, la nuance qu'il faut faire avec ce que Yacoub a dit,
c'est que là, Ibama dit que les juges là sont pas indépendants. C'est que les juges civils, ils considèrent même pas comme le tribunal militaire là comme une justice, normale, ordinaire, hein, qui fait partie de leur système. Donc pour eux, les juges militaires, c'est un monde à part. Et donc, il ne faut pas imputer à la justice ce qui se passe au tribunal militaire. Parce que pour les magistrats, même que moi j'entends, la justice militaire, ce n'est pas une justice, quoi. C'est une affaire du président du FASO avec son ministre de la Défense, puisqu'ils disent que le tribunal militaire n'est pas indépendant. C'est pourquoi là-bas, on est obligé de dire que le dossier est hautement politique. Et on se demande si les juges militaires ne travaillent pas avec l'agenda du gouvernement. Voilà. C'est pratiquement le cas. Sinon, vous ne pouvez pas programmer des audiences tout le temps à la veille des anniversaires de la résistance au putsch. C'est suspect. Oui. Ou bien, c'est suspect. Quand on regarde on attend quand les gens commencent à faire leur conférence de presse, dire qu'ils vont marquer l'an, je ne sais pas, N+1 de la résistance au putsch. On commence maintenant à dire oui, il y a une audience qui est programmée pour confirmer les charges ou pour examiner les appels, patati patata. C'est la même rengaine. C'est pas pour juger le dossier, sinon si c'est pour juger le dossier, on l'aurait déjà fait depuis. Justement, est-ce que ce n'est pas la qualité aussi des personnes qui sont inculpées dans ce dossier qui fait traîner les choses? Parce qu'on a 2 généraux quand même qui sont dans le box des accusés. Ce n'est pas aussi aisé de gérer, politiquement, oui, politiquement en tout cas, des généraux. Oui, moi, ce qui me concerne, bon, je pars du principe que c'est vrai. La justice a une logique que la raison du commun de Montel ignore. Donc elle avance, elle a des termes, des logiques que nous ignorons. Mais je vais suivre sa propre logique, dans la mesure où, quand un voleur de poulet est pris en flagrant délit, de vol de poulet, on le voit en train de voler le poulet, il soulève le poulet puis il escalade le mur, je ne vois pas pourquoi il faut mettre 100 ans pour le juger. C'est vrai, donc à contrario, effectivement, quand le poulet disparaît, qu'on ne sait pas qui l'a volé, là ça peut prendre peut-être 10 ans ou bien 200 ans. Mais là, le voleur de poulet a pris le poulet. On l'a vu. Maintenant, pour revenir à ta question, c'est une possibilité. Parce que quelqu'un a dit que le général Ndiaye est une boîte noire d'un régime. Un régime qui a eu des personnes qui ont été des piliers et qui sont aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, aux affaires. Et quand une boîte noire est ouverte, beaucoup de choses peuvent être découvertes dedans. Et peut-être c'est ce qui explique pourquoi, bon, tout le monde prend ses précautions pour que cette boîte noire ne soit pas ouverte au hasard, ou bien que tout ce qui est dedans ne soit pas dévoilé au grand jour. C'est une possibilité, c'est une hypothèse qui peut expliquer le fait que ça traîne autant. Alors, Yacine qui a un peu d'optimisme, est-ce que tu penses que d'ici la fin de l'année ou bien le début de l'année 2018, le temps de peut-être confirmer donc, les charges, on pourra voir la justice Je ne suis pas dans le secret des dieux du tribunal militaire, mais je pense réellement qu'on atteint le bien bon bout. Je suis peut-être trop optimiste comme tu l'as dit, mais pour moi, véritablement, on est dans la dynamique du début du procès, en tout cas, du push qu'on a autant réclamé ici sur ce plateau ou comme dans nos différents organes. Je pense qu'aujourd'hui, on amorce en tout cas le début du procès. Je pense que les différents, c'est vraiment les préliminaires, comme on aime le dire, ça va passer, mais véritablement d'ici novembre, je me lance dans une date, d'ici novembre, on aura le début du procès. Alors, je vais revenir sur la question. Parce qu'il y a aussi, il y aura peut-être un jeu de ping-pong pour aller jusqu'au Conseil constitutionnel. Oui, tantôt, mais est-ce que les 2 généraux ne posent pas franchement problème au régime en place actuel? Mais je pense que, est-ce que c'est ce qui explique la lenteur du tribunal militaire? Oui. Je ne pense pas véritablement, parce que moi je me dis que c'est la complexité du dossier qui explique la lenteur. Parce qu'on a beau dire, voilà, c'était flagrant délit, on a des preuves. Véritablement, question de droit, il y a des pièces, il y a des dossiers à composer. Ça dit qu'il y a des pièces à retrouver, il y a des interviews à faire, des auditions à faire. Bref, je pense que c'est vraiment ce travail-là qui a mis du temps, plutôt que il y a
a aussi le côté politique, mais je pense que le côté politique, c'est dans la pression. On a eu les débats sur les mandats d'arrêt émis ou pas, les fameuses écoutes téléphoniques. C'est vraiment sur ces dossiers-là qui font que la pression politique se fait sentir. Véritablement, je pense que le tribunal militaire pourra peut-être, dans les prochains jours, mettre en branle le procès pour qu'on puisse juger les deux généraux, qui qu'ils soient. D'accord. Alors, une dernière réaction avant qu'on avance. Non, sur cette question, moi, je voulais dire que on ne devait pas avoir affaire à une telle situation, parce que le principe général qu'on connaît ici, jusque-là, c'est que tout le monde est égaux devant la justice. Il n'y a pas un citoyen qui soit supérieur à un autre devant la justice. Oui, mais Zouré a parlé de boîte noire. Est-ce que oui, c'est politique. Ça peut se retourner contre soi deux fois? Oui, les magistrats nous ont toujours dit que eux, quand ils ont affaire à un justiciable, ils ont affaire à un justiciable. Il n'y a pas de super justiciable, il n'y a pas... À moins qu'aujourd'hui, on décide de dire que c'est plus comme ça. Sinon... C'est vrai, on est tous réalistes, ils sont des généraux et tout ça, mais devant la justice, on ne doit pas prendre en compte ces considérations-là. C'est des justiciables, un point, un trait. Ils doivent être traités comme tout le monde. S'ils ont fauté, on les traite en tant que justiciables. Okay. Pourquoi on va les traiter autrement que des justiciables, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, côté hommage, on voit qu'il y a un net progrès par rapport aux critiques qui ont été formulées l'année passée, et nous-mêmes nous en avions évoqué quelques-unes sur ce plateau. Oui. Le fait qu'il y avait vraiment une méprise du gouvernement par rapport à la gestion de l'an 1 de cette résistance au putsch-là. On a vu que cette année, il y a eu un message du président du FASO. Ce n'était pas le cas l'année passée. On a vu que l'année passée, au cimetière, les familles des victimes, les blessés, etc., c'était plein. Il y avait eu même les officiels, dont le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre l'année dernière. Et cette année, je crois que le gouvernement a travaillé à fédérer les énergies, à travailler avec les associations des victimes, des parents des victimes, pour organiser le programme. Et on a vu que dans le compte rendu du Conseil des ministres de mercredi dernier, le gouvernement avait adopté justement ce calendrier-là d'hommage aux martyrs du coup d'État. Là, vraiment, on peut dire qu'il y a un léger progrès. Et le président, dans son discours, en a profité pour évoquer d'autres préoccupations de l'heure, et en faisant la relation avec la résistance au coup d'État et même à l'insurrection populaire, pour dire qu'après avoir fait ça, on n'a pas le droit de baisser les bras, et qu'on doit pouvoir faire face aux nouveaux enjeux, le terrorisme, le grand banditisme, etc., etc. Voilà, je crois que ça a le mérite d'exister, ce discours-là, et d'appeler les Burkinabés à se resserrer les coudes pour aller de l'avant. En tout cas, il n'y a pas eu en tout cas des remous au cimetière comme l'année passée, comme vous l'avez dit. Mais Bama avait réagi. C'est vrai, je suis d'accord avec Rabo, c'est bien. Mais en même temps aussi, ça montre que ce pouvoir-là, ils ne sont pas venus avec une solution, contrairement à ce qu'ils ont dit. Hein. Il n'y a pas de solution en venant au pouvoir. Ils sont là, ils naviguent au gré des critiques des gens. Il a fallu qu'on les critique, on dit ça, pour qu'ils commencent à améliorer les choses. Alors qu'en venant au pouvoir, ils ont dit qu'il y a des solutions à tous ces problèmes-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas et c'est dommage. D'accord. En tout cas, on va changer de sujet, même si on va rester en tout cas dans le domaine de la justice avec l'arrestation et l'incarcération de la présidente du Conseil supérieur de la communication, Nathalie Somé, rattrapée par l'affaire dite malversation de plus de 600 millions de francs CFA. Un rapport de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption avait accablé Nathalie Somé et son directeur de l'administration et des finances. Alors, dans ce dossier, comment donc vous analysez ce nouveau développement dans cette affaire? Allons-nous justement vers la mise en application de la tolérance zéro dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics, quand on sait que Nathalie Somé est quand même une présidente d'institution en fonction? Zouré. Oui, effectivement, c'est une première au Burkina pour qu'on arrive à
incarcéré un président d'institution. Ça donne l'impression que la justice burkinabé commence à être indépendante. D'accord. Mais c'est une impression. Voilà, il suffit d'un seul cas seulement pour tirer des conclusions. Donc, il y a pas mal de sujets, pas mal de dossiers qui ont été évoqués, qui impliquaient des personnes ou des personnalités de certains rangs. Donc, on espère qu'il y aura, n'est-ce pas, d'autres cas de ce genre. S'il y a des personnes qui sont mises en cause dans la gestion des deniers publics, qu'il y ait une réaction aussi, en tout cas, encourageante de la justice. Maintenant, pour ce qui concerne le fond du dossier, bon, je pense que c'est une occasion pour Nathalie Somé, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle jouit toujours de la présomption d'innocence. Donc, c'est une occasion pour elle de montrer à l'opinion nationale qu'effectivement, on l'a accusée pour rien. Ou alors, c'est l'occasion aussi pour elle de montrer qu'on avait raison de l'accuser. Donc, on attend le procès pour voir ce qu'il en est du fond du dossier. Ok, mais certaines personnes disent qu'il fallait peut-être attendre puisqu'elle a demandé, on allait dire, une contre-expertise, donc pour que ce que l'ASE donc avait présenté comme des charges, en tout cas de malversation, soit analysé donc par un œil extérieur. Hyacinthe. Je pense que c'est là qui était aussi la nouveauté par rapport au rapport de l'ASE, que quelqu'un demande une contre-expertise. À l'époque, on en avait déjà discuté ici. Je pense que, en tout cas, le contrôleur général, entre autres, de l'ASE, c'était déjà une démarche illégale qui n'a pas lieu d'être. Donc, là, maintenant, comme l'a dit Abdou, elle va devoir expertiser le rapport devant les tribunaux déjà, comme elle est incarcérée, et je pense que c'est dans la suite logique. Là où il faut saluer peut-être cette action judiciaire, c'est dans la suite donnée aux différents rapports de l'ASE. On a tellement eu de rapports de l'ASE qui sont restés dans les tiroirs, on a tellement eu des dossiers emblématiques de millions de francs CFA qui ont été volés par certains agents de l'État, qui sont dans les rapports de l'ASE depuis 2009. Donc, je pense que c'est déjà un pas qu'on ait une suite judiciaire vraiment donnée à un pan du rapport. Je pense que ça a fait tâche d'huile aux différents rapports, déjà avec la mise en œuvre donc, de ce procès-là, du procès de Nathalie et de ses 4 collaborateurs, je crois. Donc, mais au-delà, comme l'a dit, il y a d'autres dossiers. Je pense que si les magistrats se sont montrés aussi indépendants, il y a quand même le fameux dossier des 37 magistrats donc, qui est sur la table du Conseil supérieur de la magistrature. On espère que leur indépendance va aller jusqu'à leur père donc, pour permettre de juger également ces dossiers-là. D'accord, oui, Bama. Oui, Certaines personnes, proches peut-être ou pas de Nathalie Somé, parlent d'acharnement sur sa personne. On a vu ça un peu partout sur les réseaux sociaux, et dans certains commentaires aussi. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Malheureusement, ces personnes, moi, je n'ai pas encore vu une seule dans elle qui a pu me convaincre de cet acharnement-là. Il ne suffit pas de dire c'est acharnement et puis après ne pas pouvoir argumenter pour dire en quoi il y a acharnement. Parce que moi, je pense que, contrairement à ces personnes-là, ceux qui poursuivent Nathalie ont des arguments qui font valoir. Il y a des choses quand même qu'on peut vérifier qui tiennent. Et c'est en cela que je dis que Nathalie devait se féliciter qu'il y ait cette situation où c'est une occasion jamais rêvée pour elle de faire valoir ses arguments. Parce qu'elle avait demandé cette fameuse contre-expertise qui malheureusement ne lui a pas été accordée. Elle a l'occasion devant le juge maintenant de venir démontrer que voilà, on s'acharnait contre elle, voilà les arguments, pièce sur pièce, elle n'avait pas tort. Et là, elle sort blanchie de ce tribunal-là, et puis bon, on n'en parle plus.
Mais dire que pendant qu'elle demande sa contre-expertise, on ne lui donne pas cette occasion de se justifier. En même temps aussi, il n'y a pas de procès finalement où on va. Et on ne saura jamais la vérité. Donc moi je pense qu'au lieu de continuer à faire dans cette façon de traiter les sujets là, elle n'a qu'à aller se préparer avec ses conseils, venir devant le tribunal, démontrer qu'elle n'avait rien à se reprocher. Et puis, ce jour-là, nous sommes allés l'applaudir au tribunal et puis l'accompagner chez elle triomphalement plutôt. Oui, bravo. Sur l'affaire du CSC, moi, la première fois qu'on en a discuté ici, j'avais été prudent, étant donné que Nathalie Somé avait, à travers une interview, rappelé qu'elle avait été félicitée au niveau national et international pour la bonne gestion de la couverture médiatique des élections couplées en 2015. J'ai dit, attendons, et demain une contre-expertise, on verra bien. Après, j'ai entendu le contrôleur général d'État dire, bon, contre-expertise, ce n'est prévu nulle part dans les textes. Si contre-expertise il y a, bon, autant faire disparaître la SEE-LC. Parce que si tout le monde demande une contre-expertise de ce que les contrôleurs d'État de la SEE font, bon, mieux vaut que la SEE ne travaille plus. La contre-expertise, c'est la justice qui l'a fait. Et donc, je crois qu'on est à cette étape aujourd'hui. Il n'y a plus de problème. C'est vrai, des gens peuvent s'égosiller, dire oui, acharnement, Lucky Briga est contre Nathalie Somé. Moi, j'imagine qu'elle peut être la raison vraiment. Désiré Kombogo est contre Nathalie Somé parce qu'il veut sa place. Bon, tout ça, c'est des arguments superficiels. Les contre-arguments qu'on doit apporter, c'est la preuve qu'il n'y a pas eu de détournement de fonds, malversation financière sur le milliard et quelques qui était disponibilisé pour la couverture des élections. C'est là qu'on doit apporter la contre-expertise. Mais jusque-là, tous ceux qui disent qu'ils soutiennent Nathalie Somé par principe n'ont pas apporté la preuve qu'il n'y a pas eu de détournement de fonds. Bon, donc on est bien parti pour un procès. Pour ne pas vous j'imagine, équitable. Par exemple, qu'on pouvait ne pas forcément l'incarcérer en attendant de la convoquer devant le juge. Non, moi ce que je refuse, moi je refuse de faire le travail d'un professionnel. Autant je ne veux pas que quelqu'un dont je parle vienne faire le journalisme à ma place, moi je ne peux pas faire le travail d'un juge à sa place. Un juge, il a des éléments de dossier, il a un fond de dossier, il a des éléments de preuve qui l'amènent à apprécier à son âme et conscience. Et à dire telle personne, dehors, pourrait gêner l'enquête. Et donc, c'est son âme et conscience que le juge, il apprécie. Moi, quand je critique la justice, c'est de façon globale. Je ne peux pas rentrer dans le dossier d'un juge pour dire qu'il est bon ou il n'est pas bon. Parce que de la même façon, quand moi j'apprécie les informations, c'est à mon âme et conscience. Si quelqu'un essaie de faire ça à ma place, pensez à ma place. Pour être journaliste à la place des rabots, là, on va pas se manquer. On va se manquer. Donc moi, Nathalie doit être dehors, elle doit être dedans. Ça, c'est le juge d'instruction. Nous, on n'a rien à... Il a laissé des gens dehors. Il a laissé le directeur des marchés publics. Il a laissé la sœur de Nathalie Somé dehors. Il a laissé la sœur du DAF, Souleymane Kéré, si je ne m'abuse, dehors. Il sait pourquoi. À partir du moment où des gens peuvent effacer des traces, brouiller l'enquête, il va pas laisser les gens dehors. Donc je crois qu'il ne faut pas lui faire un mauvais procès. Il faut attendre que la procédure aille jusqu'au bout et qu'on ait un procès équitable. Il y a des confrères qui disent déjà que Nathalie Somé n'a pas moins de 15 avocats pour la défendre. On est parti pour faire un bon procès. J'imagine sans abus, quoi. Parce que Nathalie Somé est une journaliste et nous allons veiller à ce que ses droits, effectivement, soient préservés, respectés jusqu'au bout du procès. Parce que, comme Zouré l'a dit, elle jouit de la présomption d'innocence. Maintenant, les autres confrères ont relevé ça. Il ne faut pas que la justice s'arrête là. La CE produit des rapports depuis longtemps. Les derniers dossiers qui ont été déposés sur la table de la justice, c'est autour d'une 50aine. Il faut éplucher tout ça. On voit qu'au CIAO, ça avance. On voit que, je ne sais pas si là, ça avance. Inoussa Kanazoé, il y avait eu des arrestations. Et donc, il faut que la justice aille jusqu'au bout de sa logique. S'il y a d'autres personnes qui sont citées, que ces personnes-là aussi sont entendues, éventuellement placées sous mandat de dépôt. Oui, Bama, une réaction avant qu'on poursuive. Non, en fait, c'est là où le rapport terminait, parce que le seul bémol qu'il faut mettre dans cette histoire de Nathalie Somé, c'est, moi, quand on regarde un certain nombre de coïncidences dans la gestion de ce dossier-là, il y a souvent des raisons de se poser des questions souvent.
Parce que quand on regarde ce dossier, la première fois que... parce qu'on dit que c'est suite à des révélations de journalistes que tout est parti et tout ça. Mais quand on regarde le premier article de l'événement qui parle de cette affaire de Nathalie Somé, ça remonte à plus d'une année maintenant que ce dossier est sur la table. Moi, je n'ai pas compris pourquoi on a attendu tout ce temps. Et puis c'est en 2017, juste après la mort d'un certain Salif Diallo, qu'on on décide d'inculper Nathalie Somé. Et quand on écoute les gens sur ces questions-là, souvent on a envie de ne pas y croire, mais les coïncidences sont telles que souvent on se pose des questions. On se pose des questions. Et moi, je me dis que si c'est s'il y a des considérations comme ça dans la gestion de ce dossier-là, c'est qu'il y a des raisons de s'inquiéter. Parce que, comme les gens le disent, moi je n'en sais rien, Nathalie Somé serait une protégée de Salif Diallo. C'est parce que Salif Diallo n'est plus aujourd'hui qu'on la poursuit. Si c'est le cas, moi je dis que c'est très grave. Et quand on regarde aussi, elle n'est pas seule, et un autre protégé de Salif Diallo qui se trouve aussi à Ramako au même moment. Alors ces coïncidences, moi ça m'interpelle, et j'ai dit que si Salif Diallo n'est plus là, qu'il faut traquer tout ce qui était avec Salif Diallo, il dit que c'est très dangereux. Mais j'ose croire que ce n'est pas le cas. D'accord. Alors, on a vu aussi sur les réseaux sociaux, dans certains médias également, une déclaration d'une coalition donc, de cadres, de forces vives du PONI. Qu'est-ce que vous en pensez finalement, Hyacinthe? Je pense qu'elle vaut ce qu'elle vaut. Ils ont eu le mérite de faire la déclaration, mais vraiment, véritablement, on aurait pu s'en passer. Eux-mêmes, ils auraient pu s'en passer, parce que déjà, on est devant la justice. La même manière, comme l'a souligné Rabo et bien sûr tous les journalistes ici, c'est que la vérité éclate. C'est que Nathalie Somé et son conseil travaillent à faire éclater la vérité. S'il n'y a pas eu de détournement, qu'on le sache et que voilà, elle rentre dans ses droits. Et s'il y a eu détournement, que la justice s'applique. Je pense que les déclarations de soutien, de demande de libération et autres, ça vaut ce que ça vaut, mais ça n'a véritablement pas lieu d'intervenir dans ce genre de situation. D'accord, oui, Zouré. Oui, c'est humain de vouloir défendre son parent. Voilà. Mais j'estime, comme Hyacinthe l'a dit, on est devant la justice. Et si Nathalie Somé a raison de clamer son innocence, on le saura. Et elle sera libre et après rentrer au village, on va faire la fête autour de beaucoup de camps de Dolo. Mais pour le moment, je pense qu'il faut patienter. Il faut éviter ces déclarations parce que tout le monde a une famille. Hein. Voilà, l'État a une famille aussi, il peut aussi se plaindre. Donc, on va attendre la justice. Si Nathalie Somé est effectivement innocente, je pense qu'elle sortira grandie davantage. Et tous ceux qui, en tout cas, sont présumés être des auteurs d'un acharnement, donc vont être couverts de honte. D'accord, voilà. Mais qu'est-ce que vous pensez justement de ce que Bama vient de développer, le lien présumé entre Nathalie Somé et le défunt président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, qui serait donc le protecteur ou en tout cas le mentor, et c'est sa disparition qui aurait donc favorisé ou en tout cas accéléré le dossier. Rabo. Et vous, je voulais me prononcer sur l'affaire des... Oui, oui. Les acquaintances de Salif Diallo, j'en sais pas grand-chose. C'est les gens qui le disent comme ça. Mais ça, au moins, c'est pas un secret. Salif Diallo, il était très influent. Il était capable de protéger des gens au regard de son statut dans le pouvoir. Et donc, c'est dans l'ordre des possibilités. C'est dans l'ordre des possibilités. Maintenant, pour quel intérêt il aurait dû continuer à soutenir Nathalie Somé ou, bon, légalement, je ne connais pas le mécanisme possible, mais même politiquement, je ne vois pas la raison pour laquelle, parce que si je ne m'abuse, Nathalie Somé était restée du côté du CDP quand eux, ils avaient claqué la porte pour aller créer leur MPP. Donc, on ne peut pas vraiment beaucoup spéculer là-dessus, moi en tout cas pas. Maintenant, sur la déclaration du PONI, j'en profite. Bon, trois choses. Il y a eu des jeunes, des OSC, de Bobo Dioulasso qui ont soutenu Nathalie Somé en son temps. Dès qu'elle a été placée sous mandat de dépôt, nous avons demandé à interviewer ces jeunes-là, ils ont refusé. Et l'argument, c'était qu'ils ont été entendus par la gendarmerie suite à une plainte du professeur Luc Maurice Briga qui les attaquait pour diffamation. Donc, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas aggraver leur situation. Bon, ça veut dire que les soutiens de Nathalie Somé commencent à se réduire.
par rapport à la déclaration dont vous parlez, nous avons interviewé, pas plus tard que vendredi dernier, des maires, des élus qui sont venus de la région du Sud-Ouest par rapport à cette déclaration. Pour beaucoup, c'était la surprise. Parce que ils disent même qu'ils ne connaissent pas l'existence d'une fameuse coalition des cadres et forces vives de la province du Poni. Et que même s'ils en avaient connaissance, ce n'est pas le lieu, parce que dans la République, on n'analyse pas sur les valeurs de parenté les affaires nationales. Et parce que ça, c'est un gros risque que les gens du Poni prennent. Si c'est effectivement eux qui endossent cette déclaration, c'est un risque de fractionnement de la nation et de la République. Si moi je dois analyser en tant que journaliste en fonction de mon appartenance à la province du Passoré, vous imaginez que c'est grave. J'allais soutenir le général Gilbert Guinguéré ici. Voyez-vous? Ouais. Voilà, donc c'est pas une bonne lecture. Moi je crois que pour vraiment ne pas être trop méchant, c'est un torchon qui n'avait pas lieu d'être publié. Et pour moi, en République, il ne faut pas encourager des positions comme ça. Si vous avez des positions à prendre, il faut les prendre en tant que Burkinabé, pas en tant qu'originaire du Poni. Voilà. Moi ici, Yara, j'aurais pu soutenir Assimi Kwanda quand il disait de brûler les maisons au nom de notre parenté. Mais ça ne tient sur aucune valeur de la République que nous avons décidé de partager ensemble. Donc il faut faire attention à des prises de position bancales comme ça. Sinon, moi je crois qu'on est bien parti, que Nathalie Somé a été soutenue par Salif Diallo ou pas, pour un procès équitable. Comme je dis, pourvu que les autres soient traités de la même façon et qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures. S'il y a des magistrats qui ont pris de l'argent pour prononcer des verdicts, qu'on les juge aussi. De la même façon, si c'est des opérateurs économiques, c'est la même chose. Et si c'est des journalistes, ça doit être la même chose. D'accord. Alors, on va évoluer dans ce débat, puis parler de football, ce qui est assez rare sur ce plateau. Alors, la FIFA a confirmé la décision de son bureau des qualifications pour la Coupe du Monde. Le match Afrique du Sud au Sénégal sera rejoué. Alors, vous avez suivi cette décision qui a fait beaucoup de vagues au Burkina Faso. Alors, rejouer ce match donc pourrait compromettre les chances de qualification des étalons, actuellement leaders donc, de leur groupe. Que pensez-vous de cette décision, Hyacinthe? Une décision politique pour favoriser un camp? On ne veut pas du Burkina à la Coupe du Monde? Je pense que sur le terrain, on est tous égaux. Donc à chacun de engager les points pour y aller. Maintenant, pour revenir à cette décision juridico-politico-sportive, comme l'a dit le chroniqueur. Je pense que, pour moi, c'est un peu la réaction de la Fédération burkinabé qui allait vite en besoin. Parce que elle a été aussi poussée un peu par l'opinion publique. Il faut savoir que dès les premiers instants, ça bouillonnait un peu au Burkina ici déjà de cette injustice, de cette décision injuste. Donc, et la Fédération avait fait une lettre, une fameuse lettre de 3 pages qui démontait la décision juridiquement. Une belle lettre en tout cas, mais voilà qu'aujourd'hui, cette lettre-là est tombée donc comme une feuille morte parce que véritablement la décision a été entérinée. Et la première concernée, l'Afrique du Sud, est prête à jouer le match. Alors déjà, les différents arguments qui avaient été avancés par la Fédération, je me demande où on en est, parce qu'elle avait donc remis en cause, entre autres, l'incompétence du bureau de qualification, même remis en cause l'intégrité personnelle de la secrétaire générale de la FIFA, la sénégalaise Fatma Samoura. Entre autres points donc, que la lettre avait soulevé, aucun des points n'a prospéré. Aujourd'hui, je me demande si dans nos 2 matchs qui restent, si on a une réclamation à faire, va-t-on écrire au bureau de qualification de la FIFA? Va-t-on adresser une lettre à la secrétaire générale de la FIFA? C'est une position inconfortable à laquelle on se retrouve aujourd'hui. On aurait dû attendre de voir avant de pouvoir donc, se prononcer sur ce sujet. Et je pense qu'on a aussi mis quelque part dans la tête de nos étalons que des joueurs, que si on ne se qualifie pas, c'est la faute de la FIFA. Pourtant, pour moi, ça reste la faute des joueurs, ça reste la faute de l'équipe. On a eu 2 matchs avec le Sénégal en question où pratiquement on avait les choses en main. Je pense qu'on a manqué d'ambition une première fois à Dakar et de concentration même. On a pris une égalisation assez, excusez-moi, le bête ici à Ouagadougou, face au Sénégal. On aurait pu très bien engranger les 6 points face au Sénégal, aller-retour et
là, le match, on le regarderait de haut. Aujourd'hui, on est dans un débat juridico-politico-sportif, alors que l'Afrique du Sud, elle-même qui est prête à jouer, c'est qu'elle a toutes ses chances pour se qualifier. Parce que si elle gagne ces trois matchs maintenant, elle revient donc devant nous. Donc c'est à nous de laisser ce débat-là et de revenir jouer. Je pense que le tout, en fait, la première des choses, le premier des matchs se joue sur le terrain. Le reste, ça reste un débat politique. Et d'autant plus que là, c'est un débat juridique. C'est pas toujours en notre faveur que ça passe. Il faut véritablement gagner les 2 matchs qui nous restent. Et maintenant, on verra ce qu'il en ressort, parce que rien ne dit que c'est le Sénégal qui va se qualifier, en tout cas, sur le terrain. D'accord, oui, Zoulé. Alors, j'ai pour principe de dire que quand tu te bats contre quelqu'un de plus grand que toi, même si tu ne pourras pas le terrasser, il faut essayer au moins de le mordre, pour ne pas sortir totalement perdant de l'affaire. Donc, j'estime que, c'est vrai, la messe est dite. On ne pourra plus revenir là-dessus. Mais on ne peut pas s'empêcher de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est que j'estime que la FIFA n'est pas allée au bout de sa logique. Il y a un arbitre qui a été reconnu comme ayant été corrompu. Est-ce qu'il s'est corrompu lui-même? Est-ce qu'il s'est levé un beau matin? Bon, voilà, il faut bien que l'Afrique du Sud... Parce qu'il a accordé un penalty voilà. imaginaire. Est-ce que l'Afrique du Sud, bon, comme c'est la nation arc-en-ciel, il faut bien qu'il gagne ce match, et puis décide de siffler un penalty imaginaire. Il y a eu un corrompu, forcément il y a eu un corrupteur. Et il faudrait que pour les prochaines fois, que ce soit le TAS, le tribunal administratif sportif de la FIFA, ou la commission de discipline, aille jusqu'au bout de sa logique. Il faut qu'on nous dise prochainement si un arbitre a été corrompu, qui l'a corrompu? Dans ce cas-ci, est-ce l'Afrique du Sud? Est-ce, comme le dit, on le susurre, c'est un conglomérat de parieurs qui aurait, n'est-ce pas, corrompu l'arbitre? Donc il faut que ces questions-là soient vidées pour les prochains cas, parce que si on continue comme ça à suspendre des arbitres à vie ou bien pour 2 ou 3 matchs, le problème ne sera jamais vidé. Et c'est généralement les petites nations comme nous autres qui ont tout le temps pâti. Maintenant, pour revenir au match en question, il faut bien qu'on joue au ballon pour les 2 matchs qui restent. Et maintenant, espérer que pour cette fois-ci, les dieux du foot ne vont pas nous abandonner comme lors des éliminatoires de la Coupe 2014 face à l'Algérie. Donc, il faut jouer les 2 matchs à fond. Donc là-bas dans le camp de Charles Caboret et de ses oui, mais ce qu'il faut relever aussi, c'est que cette décision, c'est pratiquement une première dans l'histoire même de qualification, en tout cas pour une Coupe du Monde, qu'on décide de rejouer un match après donc une tentative, ou bien pas une tentative, une manipulation avérée donc d'un arbitre. Est-ce que ça aussi, ça ne va pas faire jurisprudence pour la prochaine compétition? Pour ce que je sais, si je m'abuse, je passe sous le contrôle des professionnels du sport. Je pense qu'il y a eu un cas en 2005. Un match entre le Bahreïn et l'Ouzbékistan qui a été annulé, puis rejoué. Sauf que dans ce cas-ci, le match a été rejoué 3 semaines après. Voilà. Alors que pour ce qui concerne le Burkina, pour ce qui concerne l'Afrique du Sud et le Sénégal, on a mis pratiquement 1 année. Et juste au sortir de 2 matchs qui ne sont pas favorables au Sénégal. Donc il y a des questions qu'on se pose. Pourquoi avoir attendu autant de temps avant de prendre cette décision? Donc je pense que ce n'est pas une première en tant que telle. Et aussi, bon, il faut aussi qu'on relève qu'on a eu à avoir des décisions favorables, n'est-ce pas, de la part des instances du football. Je parle notamment du carton rouge de Jonathan Petropa qui a été annulé lors d'une compétition. Mais c'est les conditions, de certains éléments, n'est-ce pas, que je viens de citer tout à l'heure, qui amènent à se poser des questions sur le fait que est-ce que la FIFA n'est pas elle-même en train de manipuler la liste des futurs participants à la Coupe du Monde 2018? En tout cas, c'est la question que beaucoup de personnes se posent. Oui, Rabo, très rapidement. J'ai été surpris par l'analyse de Hyacinthe. Bon, peut-être que il a dit qu'il allait analyser juridiquement, mais plutôt il est resté dans la passion du foot. Là, il a imputé la responsabilité à notre fédé, notre public. Non. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. J'analyse sous l'angle seulement de la réaction de l'Afrique du Sud, qui a dit dans un premier temps, nous on va analyser, éventuellement on va attaquer la décision de la FIFA, et puis après qui se ravise, qui dit non,
Nous, on ne va pas se rendre complice d'un arbitre corrompu. Nous, on est prêt à rejouer le match. Moi, je dis que c'est l'Afrique du Sud qui a corrompu l'arbitre. C'est pourquoi l'Afrique du Sud, qui ne souhaite pas qu'on pousse loin les enquêtes, préfère jouer. Parce que pousser loin les enquêtes, ça va amener à suspendre l'Afrique du Sud pour des années de compétition, alors que le moindre mal, c'est de rejouer le match contre le Sénégal, éventuellement de perdre. Donc de ne pas aller seulement au Mondial Russie 2018. Moi, j'analyse les choses comme ça. Sinon, si vous regardez sur toute la ligne, c'est un scandale juridique que la FIFA a réalisé. Vous attendez 10 mois pour prononcer une décision sur une requête qui a été faite depuis pratiquement novembre 2016. Vous attendez que le Sénégal soit en difficulté dans les éliminatoires pour prononcer cette décision. Vous dites que l'arbitre a été corrompu et vous dites que personne ne l'a corrompu. Ça veut dire que l'arbitre a été corrompu par lui-même. Ah non, quand même. Moi, je ne suis pas un passionné de foot, hein, donc je suis vraiment à distance quoi, par rapport à Yacine qui est plutôt dans la passion. Moi, je regarde les enjeux politiques, économiques. Et puis, il y a un internaute qui a dit, pour résumer, bon, vous les Burkinabés, là, vous prenez même de rien parce que les Saillons n'ont pas fait regarder le match ici. Nous, on ne pouvait pas voir le match sur la RTB parce que vous avez dit que vous n'aviez pas 78 millions. Et vous voulez aller faire quoi en Russie? Oui, l'État burkinabé n'a pas 78 millions. Vous voulez aller faire quoi en Russie où la FIFA cherche l'argent? La FIFA, la Russie, là, c'est l'argent. S'il y a des petits pays qui ne peuvent pas envoyer des supporters, même au Sénégal, à Dakar à côté, avec Car, ou bien avec Air Burkina, vous voulez aller faire quoi en Russie? Vous allez faire perdre de l'argent à la FIFA. La FIFA veut des grandes nations de foot qui peuvent venir avec des milliers de supporters, appeler des publicitaires, des annonceurs qui vont faire entrer l'argent. Et puis éventuellement, à la FIFA, là, ils vont se partager. Vous venez, vous ne pouvez même pas supporter 78 millions, vous venez faire quoi en Coupe du Monde? Donc moi, je vois les enjeux au niveau économique, politique, et puis voilà. Sinon, juridiquement, il n'y a aucun texte de la FIFA qui dit qu'on peut annuler un match sur la base d'une erreur d'arbitrage. Nulle part. Ça n'est nulle part. Moi, j'ai écouté les différents journalistes sportifs, là, experts. Nulle part. La FIFA ne peut pas démontrer ça juridiquement. C'est un vrai scandale et ça a ouvert une brèche qui va créer des problèmes plus tard à la FIFA. Parce que beaucoup de pays vont demander à rejouer les matchs. Hein. Il y a tellement d'arbitres corrompus ici. D'accord, oui. Bama, sur ce sujet, très rapidement, avant que... Voilà un sujet où, franchement, je me retrouve un peu désarmé parce que depuis un certain temps, le foot, j'ai décidé de prendre mes distances du foot parce que voilà un milieu où, généralement, dans les débats, tout le monde a raison et tout le monde a tort à la fois. Voilà. Et s'agissant des débats, moi j'ai fait l'expérience plusieurs fois. Tu sors toujours dedans, tu ne sais pas qui a tort, tu ne sais pas qui a raison, tout le monde a... Donc finalement, moi c'est les débats, finalement, je ne sais pas à quoi bon de mener ce genre de débats-là. Si bien que depuis un certain temps, je me méfie beaucoup des débats sur le foot. Mais n'empêche que sur ce cas précis, quand j'écoute, ceux qui s'y connaissent souvent, j'ai eu l'occasion d'écouter les gens sur cette question de ce match-là qui doit être rejoué. On est fondé à se poser quand même des questions, hein. Comme Rabo l'a dit, c'est la première fois on voit une telle décision une année après de rejouer un match. Franchement, je sais pas, mais moi j'ai vraiment le foot là, je m'en méfie maintenant. D'accord. Alors, on va justement donner la parole à Yacine. Est-ce que Yacine, finalement, n'a pas raison de dire que le Burkina pouvait se mettre à l'abri en gagnant, ne serait-ce que le match retour contre le Sénégal? Non, ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat. Si notre équipe n'est pas performante, ça on peut mener le débat ailleurs. Voilà. Mais c'est pas pour autant que la FIFA a raison. D'accord. Voilà. Oui. Sinon, je suis d'accord avec Yacine. Pour l'instant, la décision de la FIFA en cours. Donc, quelle est raison ou pas la raison en cours? C'est sur cette base-là que je fonde mon argumentaire. Ça dit que le débat, ça ne sert à rien. Au contraire, c'est là qu'on a de la passion parce que, véritablement, le match va être joué en novembre, un an après l'autre match qui a été joué le 12 novembre 2016. Donc, ça ne sert à rien de le débat. Pour moi, ça se joue sur le terrain. Ça se joue avec déjà une bête noire du Burkina qui est le Cap-Vert. Et sur le terrain aussi de l'Afrique du Sud. D'ici là, qui est notre arbitre ghanéen, donc, excusez-moi, sur l'autre terrain ghanéen, un autre arbitre en tout cas, qui puisse manipuler un match de l'Afrique du Sud, donc à l'Afrique du Sud. On n'en est pas loin. Donc, déjà, il faut gagner ces deux matchs-là et se projeter maintenant sur le SNOT sort dans ce groupe-là. Plutôt que de rester dans ce débat, pour moi, véritablement, dès le départ, c'était prévisible qu'on allait aboutir là. Maintenant, qu'il y ait jurisprudence ou pas, au contraire, nous, on se met en mauvaise posture. Parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, si on veut faire une réclamation,
on a remis en cause l'intégrité personnelle de la secrétaire générale de la FIFA. Alors si on a une réclamation contre le Sénégal, on peut poser ça comment devant elle. C'est-à-dire qu'on a une certaine disposition qu'on a. Et là, cette disposition, on l'a faite jusqu'aux joueurs. Pour moi, aujourd'hui, on a vu certains cadres de l'équipe faire des sorties pour analyser aussi cette situation qui est vraiment un débat du juriste, du pur juriste sportif. Et là, ils ne sont pas dans l'état d'esprit de gagner. Les deux matchs disent non, c'est la faute de la FIFA si on ne parle pas à la Coupe du Monde. C'est la faute de notre pauvreté si on ne parle pas à la Coupe du Monde. Non, on a eu les chances ici. Les deux matchs contre le Sénégal, il n'y avait pas la FIFA sur le terrain. On n'a pas été capable de les battre. Donc, je pense qu'il faut rester dans cette dynamique-là de gagner le match sur le terrain, d'abord. Maintenant, le débat juridique, tout ça, ça peut se mener dans d'autres cadres. Mais véritablement, pour l'instant, déjà que l'Afrique du Sud veut jouer, parce que pour moi, véritablement, c'est elle qui était plus ou moins... Parce que, même si la FIFA ne le dit pas, la manipulation de l'arbitre, même si elle n'est pas encore déterminée en termes des auteurs, on ne sait pas si c'est lui-même, avec les lobbies donc, de Paris sportif, qui a eu à manipuler le match, ou bien il y a donc une des équipes, et véritablement peut-être l'Afrique du Sud, c'est elle qui a gagné le match et qui a eu un penalty imaginaire, qui a eu donc à le corrompre. Mais la décision a fait l'incriminer. Mais si elle décide de jouer, ça veut dire qu'elle, pour moi aussi, elle a calculé en fait qu'il lui reste 3 matchs, notamment un match contre le Burkina à domicile aussi. Donc, elle a toutes ses chances de se qualifier. Nous devons aussi nous mettre dans la tête qu'on a toutes nos chances pour nous qualifier et travailler donc sur le terrain à le faire. Analyse en tout cas bien entendu. On va parler donc du dernier sujet de cette émission. Il nous reste quelques minutes encore pour en parler. Il s'agit donc du Togo. Le Togo où le bras de fer entre l'opposition et le pouvoir continue. L'opposition qui réclame des réformes constitutionnelles pour limiter le nombre de mandats présidentiels et ouvrir également l'élection présidentielle à un scrutin à 2 tours. Alors, la commission donc, des lois de l'Assemblée nationale a adopté vendredi le projet de loi portant révision de la Constitution en absence des députés de l'opposition qui ont quitté la salle un peu plus tôt. Alors, est-ce que vous pensez qu'au Togo, le gouvernement, en tout cas, va finalement accéder à la requête de l'opposition qui demande donc de revenir à la Constitution de 1992. Oui. Bama. C'est dommage qu'on n'a pas assez de temps pour s'étendre sur ce sujet. Mais ce que moi je peux dire sur ça, c'est que tout dépendra de l'opposition, de sa détermination ici. Moi je crois que l'opposition togolaise a une chance inouïe de faire en tout cas changer les choses cette fois-ci. Et c'est à elle de rester en tout cas déterminée et engagée à fond pour pouvoir mener ce pouvoir-là à concéder les réformes qu'elle demande, l'opposition, je veux dire. Parce que trop, c'est trop en tout cas maintenant pour ce qui concerne le Togo. 50 ans de dynastie, c'est trop maintenant. Il faut qu'on puisse mettre fin à ça. Il faut qu'on puisse... Si on le laisse, il ne va jamais le faire de lui-même. Il faut qu'on le contraigne, le fils de Gnassingbé Yadema à quitter le pouvoir. Il a fait 2 mandats, ça suffit. S'il avait des choses à donner à ce pays-là, il a eu 10 ans plus. 12 ans, non 14. Il a passé 2 fois 7 ans. 12 ans. Voilà. Donc, s'il n'a pas pu le faire en tout ce temps-là, ce n'est pas encore un 3e mandat qu'il pourra le faire. Il faut qu'il débarrasse le plancher et il faut que l'opposition l'y contraigne. D'accord, oui, Zouré, un commentaire très rapidement sur ce sujet. Je pense qu'il faut que Faure Gnassingbé, je pense que la balle est effectivement dans son camp. Parce que quoi qu'il fasse, il va quitter le pouvoir. Donc maintenant, il faut qu'il se ménage une porte de sortie honorable. Donc je pense que, comme l'a dit un ancien président, il faut qu'il quitte le pouvoir avant que le pouvoir ne le quitte. Voilà. Oui, est-ce que l'opposition aussi ne force pas la main à Faure en voulant tout de suite et maintenant des réformes qui mettent fin tout d'un coup comme ça? Non, mais il n'y a pas d'autre chemin possible. Son père, lui, il cumule 50 ans de pouvoir. Vous ne pouvez pas pacifiquement chasser quelqu'un comme ça. Maintenant, l'analyse que moi je fais, il va concéder ce que l'opposition demande. Et puis maintenant, le problème va se poser après sur la rétroactivité ou non, oui, voilà, parce que ça de la nouvelle. Tout à fait. Voilà. Donc, les gens vont dire, tu as adopté une nouvelle constitution qui limite les mandats, tes mandats passés sont pris en compte. Il va dire non, on remet le compteur à 0. Voilà, c'est juste ça que moi je vois l'enjeu et le blocage. Et malheureusement, en Afrique, on peut pratiquement même parfois programmer les morts, quoi.
Et c'est là-bas que peut-être on va encore faire d'autres morts. Quand les gens vont dire c'est ton dernier mandat, il va dire niet, on va avoir des marches et des contre-marches, et puis peut-être encore beaucoup de morts sur le carreau. Donc si les gens veulent vraiment aider le Togo, il faut dire à Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir après ce mandat-là, pour que le Togo renoue avec la vraie démocratie. Hyacinthe. Je pense que la décision de l'Assemblée, je pense qu'on est dans quelque part dans le même registre qu'en 2014 ici au Burkina, parce qu'on a la commission des lois qui a décidé de faire passer le projet de loi, c'est-à-dire qu'il va être donc soumis à l'Assemblée nationale togolaise. Donc on aura un peu ce bras de fer là. Maintenant, est-ce que le vote aura lieu est-ce que ça va se terminer comme en 2014 ici, ou est-ce que le vote va passer de force et qu'on aura ce débat donc sur la rétroactivité plus tard? Ça, on verra d'ici fin septembre. Donc, mais pour moi, il y a comme un aspect dans l'intervention de Rabo qui me chiffonne un peu. On a comme l'impression qu'il faut la force forcément pour faire partie de nos présidents. Pourtant, non. On a la preuve actuellement au Kenya. Il n'y a pas plus fils d'eux que Kenyatta aujourd'hui. Mais véritablement, les résultats aux élections ont été remis en cause et il va donc devoir reprendre les élections face à un opposant légendaire. Mais je pense que c'est là la preuve que lorsqu'on veut passer par les urnes aussi, on peut passer par les urnes. Pas forcément rentrer dans les morts, dans les batailles de rue, remplir recto verso, parce qu'on a la vague orange et la vague blanche actuellement à Lomé, un peu comme ici à l'époque. Donc, je pense qu'on peut véritablement passer par les urnes aussi pour renverser celui-là qu'on décide donc de ne pas garder au pouvoir. Mais véritablement, il faut attendre peut-être le vote de la loi, le jour du vote de la loi, donc je pense que c'est prévu pour le 21 septembre au niveau de l'Assemblée nationale, pour voir comment les choses vont se passer. Est-ce que ça va être un scénario à la Burkinabé ou est-ce que ça va être un passage en force? On verra bien. Ok, en tout cas, on va s'arrêter là pour cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Je rappelle très rapidement que j'étais sur ce plateau avec Abdou Zouré de Burkina 24, Hyacinthe Sanou de Radio Omega, Soumaïla Rabo de la radio Savane FM et Ladjibama du journal Le Reporter. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve dimanche prochain, si Dieu le veut.